Marie-Josée Forissier, bonjour. Un mot pour vous présenter. Vous êtes PDG de Sociovision. C'est un laboratoire d'analyse sociétale. Depuis près de 40 ans, vous scrutez la vie des Français à la recherche des grandes tendances qui font finalement la spécificité de cette société française. Et on vous a demandé, en préambule, de nous expliquer pourquoi la France est en pointe en matière de nouveaux services. Alors, on vous a accordé 15 minutes. Je sais que ce n'est pas beaucoup. Alors, pour vous aider à tenir ce timing, je me permettrai tout à fait délicatement, au bout de 7 minutes 30, de vous signaler que vous êtes à la moitié, et au bout de 13 minutes 14, de vous dire qu'il est temps de conclure. C'est à vous, je ne vous prends pas plus de temps. Merci beaucoup. En effet, c'est un vaste programme que de se demander ce qu'attendent les Français dans un contexte qui vient d'être appelé comme étant quand même assez exceptionnel. Donc, on va mettre entre parenthèses l'émotion des derniers jours pour essayer de voir, de partager avec vous, au fond, une perspective sur ce qui sort, pas tout à fait de mon cerveau, mais en fait d'une enquête qui a lieu depuis 1975, c'est dire qu'elle est ancienne, où on demande chaque année aux Français, au travers de 4000 questions, on demande à 2000 Français des choses sur tous les domaines de leur vie. Alors, pose 4000 questions, c'est monstrueux, donc c'est du 360 degrés, et la perspective historique a un intérêt, c'est qu'elle permet de repérer des choses de long terme, des choses qui s'essoufflent, des choses qui émergent, des choses qui s'accélèrent et qui expliquent leur comportement. Alors commençons par regarder un peu ces tendances générales, celles qui sont de longue haleine, puis celles qui sont plus récemment apparues ou accélérées, pour regarder après comment elles impriment au fond chaque domaine de notre vie. Alors, grande tendance de fond, c'est un peu pompeux. Il y en a une qui est exceptionnellement, fabuleusement linéaire, c'est le fait que les Français sont, je ne dirais pas individualistes, je n'aime pas ce mot, mais ont un désir de singularité, c'est-à-dire chacun veut être lui. 33% en 75, pratiquement 60% aujourd'hui. Je veux être reconnu pour être moi. Ça ne veut pas dire qu'on a 65 millions de narcisses, parce qu'en fait, il y a notamment récemment un vrai renouveau du besoin de valeurs communes. On nous a été nous-mêmes très impressionnés il y a quelques semaines, et c'est avant les événements récents, de voir comment décolle cette idée. C'est important pour moi de sentir que j'appartiens à une communauté de valeurs, de gens avec qui je partage une histoire et des valeurs. On retrouve ça d'ailleurs dans le classement des valeurs des Français. La liberté est avant tout la première valeur promue. Et ce qui est intéressant, elle passe avant l'égalité ou la fraternité, mais ce qui est intéressant, c'est que par rapport à 2014, où nous avions déjà posé cette question, elle est restée en tête, elle a même progressé, mais on voit monter des valeurs de type plus collectif. Évidemment, ceci a été marqué non pas par les événements des derniers jours, mais ceux de janvier. Donc, le besoin d'être un peu avec des gens avec qui on partage quelque chose. Alors, les Français demandent plus d'ouverture, plus de liberté, plus de possibilités d'entreprendre. Vous voyez ce cycle qui monte et qui baisse un peu, mais qui est reparti vers la hausse, puisque c'est 67% des Français qui demandent cette ouverture. Ils ont envie de faire des choses. C'était un gros tiers en 83, c'est aujourd'hui 1 sur 2. Ne rêvons pas, il n'y a pas un Français sur 2 qui est prêt à créer une entreprise. Mais le simple fait qu'ils disent « je suis de ceux qui pourraient » est tout de même assez encourageant. En même temps, et c'est tout le paradoxe français, les Français veulent aussi sécurité et protection. Là, j'ai juste pris les dernières années, c'est quelque chose de très plat qui ne se dément pas. Les grands changements ne me font pas peur, mais j'ai besoin de me sentir protégé en cas de problème. Évidemment, ce n'est pas facile de doser les deux dimensions. Alors, nous avons fait une chose au travers de laquelle je vous emmenais 2 ou 3 fois, c'est qu'on demande aux gens, on leur assène quelque chose et on leur dit « est-ce que vous pensez que c'est souhaitable et est-ce que vous pensez que c'est probable ?» Par exemple, dans les années qui viennent, on leur impose de se projeter dans l'avenir. Dans les années qui viennent, on comptera plus sur soi-même et moins sur les autres. Alors, ce n'est pas forcément une très très bonne nouvelle, mais 1 Français sur 2 pense que c'est souhaitable, et surtout, 74% d'entre eux pensent que c'est probable. Donc il y a une certaine lucidité sur le fait qu'un certain nombre de filets de sécurité pourraient être fragilisés. On va retrouver ça d'ailleurs au niveau de l'auto-assurance, de l'autoprotection. Je trouverais normal de compléter ma retraite avec une assurance individuelle, assurer mon risque de dépendance vieillesse, souscrire une assurance chômage me garantissant un revenu en complément de mes indemnités chômage. Alors ce qu'il faut voir, c'est que ça monte, donc les gens en ont conscience, et ça monte surtout chez les moins de 30 ans. Regardez juste les chiffres bleus, moins de 30 ans systématiquement plus élevés que la moyenne de la population. Donc il y a cette prise de conscience de devoir un peu se prendre en charge. Alors, dans les événements récents, dans les montées récentes, il y a l'impatience et le besoin de facilité.
je cherche toujours les moyens de me faciliter la vie. Vous voyez, là, on est simplement en 10 ans, 10 points de plus. Quand je veux acheter quelque chose ou un service, je veux que ça soit simple et rapide. Là, on est même remonté qu'à 2008, 71, 79. Une conscience du temps extrêmement aiguë. En fait, 64% des Français disent j'ai tendance à faire plusieurs choses en même temps. Je passe souvent d'une activité à l'autre. Je suis sans cesse à la recherche de nouveaux moyens de gagner du temps. Quand j'attends le bus, je fais autre chose. Et tout ça monte. Donc cette conscience du temps est très importante. Alors, avant de regarder comment ça va se manifester dans chaque domaine de la vie citoyenne, la vie au travail ou la vie du consommateur, arrêtons-nous 2 secondes sur, au fond, l'écosystème dans lequel on a basculé sans bien s'en rendre compte depuis peut-être 7 ou 8 ans. Je n'ai pas de date fétiche, évidemment, mais si vous additionnez les tendances de fond, individualisme, liberté, autonomie, envie d'entreprendre et besoin de protection, avec des accélérations plus récentes, l'impatience, l'exigence, la lucidité sur le besoin de se prendre en charge, qui sont des choses qui ont décollé beaucoup plus récemment, en fait, on est dans un écosystème qui est le fruit hybride de 2 choses depuis 7 ou 8 ans. D'une part, une situation économique plus difficile, je n'apprends rien à personne, et d'autre part, ce qu'on appelle la disruption numérique, qui, de manière mais profonde, enfin ça n'est pas un outil, le digital, a modifié notre rapport, sans même qu'on en prenne conscience, à l'espace, au temps, à l'information à profusion, à l'autorité, à autrui, tout simplement. Donc, cet écosystème que je décris dans la manière dont il s'est accéléré, il va finalement avoir des implications au niveau de tous les domaines de notre vie. Alors, ces implications, c'est soit des aspirations et des demandes, des exigences, soit des frustrations et des crispations, soit ouvrir le champ des nouvelles initiatives. Alors, commençons par la vie citoyenne. Là, on est plutôt dans la frustration. C'est-à-dire que la distance avec les élites politiques est assez record. J'ai l'impression qu'aucun homme politique ne s'occupe vraiment des gens comme moi. On est à 80%, je ne vois pas comment on pourrait faire plus. C'est rude. Les instances qui surnagent dans cette critique sont les instances proches. Ne vous crevez pas les yeux à regarder tout ça. Ce qui est en haut, c'est tout ce qui est proche, c'est tout ce qui est local, c'est tout ce qu'on peut toucher. C'est les maires, c'est les petites entreprises, c'est les associations, et tout ça monte depuis l'année dernière. Et puis aller tout en bas, en passant par le milieu, par des choses qui font un peu mal, c'est qu'Internet est considéré comme plus utile à l'intérêt général que le gouvernement, ce qui est un peu sévère, mais surtout aller tout en bas, ce qui est plus intéressant. Tout en queue de peloton, on trouve les petits partis politiques et les grands partis politiques. Pourquoi ? Sans doute parce que le logiciel politique traditionnel est extrêmement bousculé. Je ne sais pas si vous avez tous conscience de ça. On en a nous-mêmes été surpris dans les dernières semaines en faisant cette analyse. Il y a toujours eu à peu près 60 ou 65% même des Français qui pensaient qu'être à droite ou être à gauche, c'était important. Il y a un effondrement de cette adhésion. On peut le prendre mal, on peut aussi le prendre comme... on peut le prendre mal en termes de désillusion, on peut le prendre bien en termes de pragmatisme. Ce qui fait que finalement, on est devant une société où les Français manifestent par des tas de choses qui se sentent bridés. En France, la réussite n'est pas encouragée. Hop, 67 à 76% depuis 2007. Aujourd'hui, pour réussir, il faut partir à l'étranger. 52, 57. Et chose qu'on a introduite cette année, qui n'a pas donc de passé, mais qui m'a personnellement beaucoup impressionné, en France, avec la multiplication des lois dans tous les domaines, on se sent de moins en moins libre. 80%. Alors, qu'est-ce qu'ils font en face de ça ? Eh bien, ils se débrouillent. Alors, le mot combine n'est pas tellement ravissant, mais le seul moyen de s'en tirer dans la vie, c'est de se trouver des combines. Galop, vous voyez qu'en 2000, c'était il y a 40% en 2004 et on est à 68%. Combine ne veut pas forcément dire qu'on est malhonnête, mais enfin, on trouve des contournements et des moyens de faire. De façon plus, je dirais pas plus civilisée, mais différente, il y a évidemment les réseaux sociaux. Je reviens à ma façon de faire, on assène quelque chose aux gens, on leur demande ce qu'ils en pensent. Grâce aux réseaux sociaux, les gens s'organiseront entre eux pour trouver des solutions à leurs difficultés. C'est souhaitable, à 71%, et c'est probable. Donc là, il y a une vraie cohérence. Et j'attire votre attention sur le fait que les réseaux sociaux ne sont pas regardés là comme simplement ludiques, sympas ou conviviaux. Ils sont pris comme des solutions à mes difficultés, c'est-à-dire des micro-solidarités, qui remplacent d'autres solidarités historiques, peut-être. Alors, vous êtes à un peu plus de la moitié. Parfait. Donc, ça, c'est un peu l'aspect citoyen. Dans l'entreprise, on va retrouver des demandes de fluidité et des aspirations qui ne vont pas vous étonner vu ce qu'on a vu tout au début. Regardez, le travail n'est plus cantonné dans le temps, c'est-à-dire qu'on a une perception plus flexible de la retraite.
Regardez par exemple qu'en 2000, il y avait 50% des gens qui disaient on devrait pouvoir travailler après l'âge de la retraite si ça vous chante. Et maintenant, c'est plutôt 3 Français sur 4 qui pensent ça. Même chose sur le temps de travail. S'il y a des gens qui veulent travailler plus que le temps normal de le faire, ça n'oblige pas les autres à en faire autant. On retrouve en fait la liberté rampante dont on a parlé en commençant. Quand on regarde les salariés eux-mêmes, on se focalise sur la moitié de l'échantillon à peu près de cette enquête. Tout ce qui permet une porosité entre la vie professionnelle et la vie privée et qui permet d'aller vite est évidemment plébiscité. Je pourrais gérer ma vie professionnelle où que je sois, je peux travailler où que je sois, avec mes collègues je peux travailler partout, même à distance. Vous voyez les chiffres de maintenant et vous voyez qu'il y a 2 ans, ils étaient tous inférieurs, donc il y a une vraie montée en puissance du plébiscite de la vie en réseau dans les entreprises. Et puis, il y a une vraie préoccupation de pouvoir se réinventer, c'est-à-dire de savoir d'être toujours au maximum de ses capacités. C'est pour ça qu'il y a une grande demande de formation vers les entreprises. Je ferai tout mon possible pour rester au maximum de mes capacités professionnelles. C'est stable, mais c'est constamment extrêmement fort. Alors, quant aux consommateurs, que nous sommes aussi, en même temps qu'un salarié et un citoyen, je ne vais pas vous abreuver de tout ce qui montre la progression des nouvelles technologies dans les modes de distribution et de consommation que vous connaissez tous par cœur. Juste un chiffre, j'en ai pris qu'un. Au moins un achat effectué dans les 6 derniers mois via mon téléphone mobile, 7% en 2010, 38% en 2015. Là, c'est plus que galopant. Mais, ça ne veut pas dire qu'on est dans une société déshumanisée. C'est-à-dire que le besoin de contact humain est resté extrêmement présent. C'est-à-dire que quand on oblige les gens à choisir, ce qui est évidemment brutal, est-ce que vous pouvez choisir entre avoir un vrai contact humain en cas de difficulté, vous avez besoin d'explications, vous affrontez quelque chose de pas simple. Rien ne remplace un contact humain. Ce qui compte, c'est d'avoir un interlocuteur compétent. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir toujours le même interlocuteur. Regardez ce qui se passe. Le contact humain galope, puisqu'il a pris 10 points en 2 ans. Donc ne croyons pas que la vie virtuelle remplace la vie réelle. Alors, les pratiques collaboratives, vous les connaissez toutes. Sachez simplement que qu'on parle du commerce entre particuliers, des achats collectifs, du troc, du partage de voitures. Je ne vais pas vous donner tous les chiffres ont monté, tous, depuis 1 an. Alors, pourquoi les gens font ça? Il y a plus de 80% des Français qui s'y adonnent, entre guillemets. Ne rêvons pas non plus. Ce n'est pas simplement parce qu'ils s'aiment tous, c'est aussi parce que, regardez le premier critère, ça me fait réaliser des économies. N'oublions pas l'un des 2 critères de tout à l'heure, qui est le critère économique. Donc, à 60%, ça me fait faire des économies. Tout en bas, il y a quand même, c'est un moyen d'avoir des contacts plus vrais avec les gens. Et entre les deux, il y a le plaisir de contourner les intermédiaires, le fait de lutter contre la société de consommation, il y a des postures variées. Les 13 qui sont en bas, ils sont tout petits, mais ils progressent et ils sont portés par les populations les plus modernes et les plus ouvertes. Donc, attendons-nous à ce que tout ça continue. Alors, on a obligé aussi un peu les Français, pour finir, on leur a soumis un certain nombre de choses qui décriraient la société dans laquelle on peut être demain, de façon assez simple, en leur disant, eh bien, demain, les Français parleront plusieurs langues étrangères. Les gens chercheront à se former tout au long de leur vie pour rester au maximum de leur capacité. Les idées nouvelles, l'innovation, la prise de risque seront encouragées. De plus en plus de gens se mettront à leur compte ou créeront leur entreprise. Tout ça leur a été soumis au milieu de centaines d'autres choses. Ils pensent tous que c'est souhaitable, avec d'énormes majorités et des progressions. Et intéressant, ils pensent que c'est probable. Alors évidemment, c'est un peu plus maigrichon pour est-ce que la prise de risque sera encouragée, mais enfin, c'est quand même 58%. Donc tout ça est quand même la majorité des Français. Donc, ils ne sont pas noirs. Alors, ça peut vous paraître très étonnant parce que je sais que je suis absolument contre ce qu'on lit partout, mais on est nous-mêmes très troublés et très intéressés par le fait que autant les Français sont inquiets pour les valeurs de leur pays, et ils le sont largement, je n'ai pas couvert beaucoup ce point-là, autant ils sont assez costauds et optimistes sur leur avenir personnel. Regardez ces chiffres. En pensant à votre situation personnelle dans les années à venir, pensez-vous qu'elle va s'améliorer, se dégrader, rester stable? Regardez, en 2 ans, 58% ça va s'améliorer, 68% cette année. C'est quand même assez bouleversant. Alors, finalement, avant de me faire reprendre sur l'horaire, je voudrais conclure.
est-ce qu'on peut vraiment croire à l'optimisme quand on écoute les experts? Qu'est-ce qu'on lit partout? On lit économie circulaire, on lit plus de valeur ajoutée, on lit fin du capitalisme, on lit mort du salariat, on lit lendemain qui pleure, on lit société sans croissance, ça c'est Daniel Cohen. Bon. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'au fond, on a du mal, tous, vous, moi, et surtout des experts économistes, à dessiner une croissance avec d'autres indicateurs que ceux qu'on connaît. Et c'est normal. Donc, on est captif de nos référents, qui sont familiers. C'est une société verticale, une société hiérarchique, une société redistributive, une société hyper régulée, avec un grand pouvoir donné aux corps intermédiaires. C'est la société industrielle, en effet. Donc, on a du mal à sortir de ce prisme-là, et c'est bien logique. Or, on est, vous l'avez un tout petit peu vu, dans une société qui est de plus en plus horizontale, de plus en plus volatile, de plus en plus one-to-one. Et ce qui est très intéressant, c'est que la société civile le comprend parfaitement, ce désajustement, et s'en débrouille. C'est-à-dire qu'en fait, ils essaient de le compenser. Quelqu'un me disait récemment, comment est-il possible que toute cette société du partage, l'ubérisation, les courts-circuits, le fait de bypasser les intermédiaires, comment ça peut marcher en France où il y a autant de pesanteurs, autant d'intermédiaires, autant d'institutions? Mais c'est justement pour ça. C'est-à-dire que plus vous avez de corsets superposés, plus vous avez envie de les faire craquer. D'où le succès d'un certain nombre de choses. Je rappelle que Blablacar est une initiative française et il y a beaucoup d'autres choses qui sont tout à fait passionnantes dans notre propre société. Finalement, on voit une société civile, c'est celle dont je vous parle, qui se sent plus bridée que libérée, plus bridée et inquiète qu'apathique ou pessimiste. Et j'ai eu la curiosité, pour finir, il y a 2 jours, ça m'a tout d'un coup sauté aux yeux. J'ai superposé la courbe que je vous ai montrée en commençant, c'est-à-dire la courbe de la montée de l'individualisme. Je veux être singulier, je veux être traité pour moi-même comme un être singulier. Et je l'ai superposée, elle date de 1975, si vous avez vu, avec l'évolution et le profil de la population active en France. Qu'est-ce qu'on voit? C'est extraordinaire. Vous regardez cette courbe de l'individualisation et vous regardez que dans les années 70 à aujourd'hui, dans la population active, l'industrie est passée de 40 à 20%, si on y intègre, je pense, la construction, et dans les services de 50 à 77%. Cette superposition, ce n'est pas par hasard. L'économie et la sociologie, c'est quand même un peu intriqué. Alors, je ne crois pas personnellement qu'on soit dans une société qui va revenir au pré-industriel, ce qui a été dit, par des Américains notamment, mais je pense qu'on est en fait dans une mutation tout à fait passionnante, parce qu'elle incite d'autant plus à la créativité, à l'innovation, que beaucoup d'initiatives, et on le voit depuis des années et depuis des mois, peuvent se lancer avec extrêmement peu de capital, sauf capital humain, ce qui est le cœur du sujet. Mais c'est tout de même très grisant de pouvoir faire ces choses. Alors, finalement, bien sûr, c'est insécurisant d'être dans une mutation. Bien sûr, et pour finir, bien sûr, c'est insécurisant d'être dans une mutation. Néanmoins, ce que je trouve passionnant, et on y est déjà, c'est qu'en fait, nous sommes tous, sans nous en rendre compte, en train de redéfinir le rapport entre l'individualisme et la sociabilité. Merci J'ai presque obéi. beaucoup. Marie-Josée Forissier, non, partez pas. Venez vous installer avec nous. On va demander à Michel Maffezoli de s'approcher et de prendre votre place. Mais en attendant, peut-être un petit mot de commentaire sur ce que vient de dire Marie-Josée Forissier, Christian Ibourel, oui, parler d'une société bridée et à la fois en mutation. Oui, je crois que elle a bien planté le décor et c'était bien d'avoir cette introduction pour ces assises des services. On voit que les aspirations des Français, des individus ont changé, désir de singularité, de personnalisation, se faciliter la vie, simple et rapide. En termes d'organisation du travail, vous avez mentionné aussi des évolutions avec la porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle qui posent d'autres débats, d'autres questions par ailleurs, le partage. Et puis la fin sur l'horizontalité, sur la volatilité, sur le one-to-one, sur le collaboratif. Et quand vous dites finalement vous avez des corsets, plus vous avez des corsets, plus les gens essayent de les faire craquer ou de les contourner. Moi je crois aussi qu'il y a un phénomène qui est arrivé, mais vous l'avez mentionné, c'est la digitalisation et le numérique qui permet de faire voler en éclats ces corsets, en tout cas de les contourner et d'apporter d'autres types de solutions. Donc c'est dans ce monde-là que l'on vit.